Ok. Ça juste. Bon, je vais garder le petit chat au cas où à côté, comme ça. Il faut qu'on s'habitue un petit peu à ces connexions. Donc, bah, bonjour Isabelle. Bonjour à toutes et toutes. Désolée pour ces quelques minutes de retard et bienvenue surtout dans ce webinaire consacré aujourd'hui au comportement toxique en entreprise. Donc, je suis Isabelle Pelletier du groupe Edifia. J'animerai ce webinaire aujourd'hui. Alors, selon une étude récente, en fait, 8 personnes sur 10 déclarent avoir dans leur entourage professionnel un collègue toxique et même 46% des travailleurs, selon une étude récente, disent avoir subi un comportement toxique au travail. Donc, ces comportements toxiques ont bien sûr des impacts importants dans les entreprises, tant en termes de productivité qu'en termes de santé mentale au travail. C'est ce que nous allons voir au cours de ces 30 minutes de webinaire. Et pour vous dire un peu ce qui va se passer, voilà le programme pendant ces 30 minutes environ. On verra quels sont les comportements toxiques, qu'est-ce que ça veut dire un comportement toxique. On s'attachera aussi à trouver ses causes et ses origines. Et puis, nous verrons bien sûr plus en détail quels sont les impacts sur les organisations. Enfin, la responsabilité de chacun d'entre nous dans ces comportements toxiques. Et puis, en dernière partie, comment mettre en place des actions de prévention pour prévenir et guérir ou gérer ces comportements toxiques dans les organisations. Puis ensuite, nous aurons une quinzaine de minutes pour échanger et d'ores et déjà, je vous encourage à poser vos questions dans le chat qui est à votre disposition. Mais aujourd'hui, je ne fais pas ce webinaire toute seule, bien au contraire, j'ai le plaisir d'accueillir Edith Rosset qui intervient avec nous auprès de clients. Et donc, je suis ravie de t'accueillir, Edith. Et est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton parcours ? Merci Isabelle. Je suis ravie aussi de partager en fait, en tous les cas, ce sujet qui est fort intéressant, en tous les cas, dans un côté, en tous les cas, d'observation, mais aussi au niveau des actions, en tous les cas, qu'on peut mettre en place dans les organisations, parce qu'on sait que c'est un vrai problème. Donc moi, je suis psychologue du travail. J'interviens aussi auprès du groupe Edifia, et donc j'interviens depuis une vingtaine d'années dans les organisations professionnelles, tant comment dire, publiques, privées et associatives. Et je peux observer au cours de mon expérience, en tous les cas, qu'on a beaucoup axé, en tous les cas pendant une dizaine d'années au début, sur la réduction en fait des comportements toxiques, c'est-à-dire la réduction de tout ce qui peut faire risque au niveau psychosocial. Et aujourd'hui, on est plus en fait à mesurer en tous les cas les conduites toxiques pour pouvoir augmenter la qualité de vie au travail. Donc en fait, l'objectif de mon intervention aujourd'hui et de notre échange, c'est d'observer comment on peut faire avec ces comportements toxiques, pas qu'ils comment dire, réduisent ou en tous les cas qui impactent la connexion ou la vie, la qualité de vie au travail. Très bien, merci Edith. Alors, moi j'ai envie de te poser la question, mais finalement, parfois on entend personnalité toxique, comportement toxique, attitude toxique. Est-ce que tu pourrais nous dire comment, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un comportement toxique? Est-ce que tu as quelques exemples pour que ce soit, que ça nous parle un peu plus? Alors, il ne faut pas confondre en effet les personnalités toxiques qui pourraient faire l'objet, en tous les cas, d'un autre échange entre nous, en tous les cas des comportements toxiques. Donc, les comportements toxiques, on peut les observer par rapport à trois types, en tous les cas, de réactions qu'on peut avoir. Donc, ça peut être un comportement toxique, ça peut être en réaction à une pression extrêmement forte, en fait, de l'organisation, liée, par exemple, à des exigences clients ou liée, en fait, à des exigences économiques ou des objectifs, en fait, importants. Donc là, le comportement toxique, ce serait de mettre une pression excessive sur les employés qui leur permettrait pas, en fait, d'avoir les ressources ou être à l'écoute, en tous les cas, de leurs besoins et qui ferait qu'en effet, ils soient fatigués, épuisés. Donc, en fait, ça pourrait ne pas fonctionner parce que une personne, en fait, épuisée ne pourrait pas, en fait, répondre de façon qualitative à un client. Donc là, on dit que c'est un comportement toxique parce que quand la pression elle est excessive, ça engendre plus de stress, de fatigue, d'épuisement que de la qualité professionnelle.
Donc, en fin de compte, personne n'est content. Le client, l'exigence, en fait, n'est pas comblée parce que, en effet, les personnes se sont trop épuisées à répondre, en fait, à ces demandes et les équipes, souvent, sont fatiguées, démotivées. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir, par exemple, j'ai travaillé pas mal dans les sociétés en fait de transport et parfois il y a en tel cas des chefs d'exploitation, des chefs de quai qui mettent une pression excessive en fait sur les personnes en fait qui chargent les camions et du coup ces personnes qui sont en charge des camions sont stressées, tendues, donc du coup ça génère beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, beaucoup de casses. Aussi, il y a beaucoup de produits cassés, de cartons qui étaient abîmés à cause de cette pression excessive. Donc personne en fait de qualité, tout le monde est tendu, exagérément en fait sous pression. Hein. Donc là, on appelle ça un comportement toxique parce que en fait, c'est une pression excessive sur les personnes et ça leur permet pas de se concentrer et de bien faire leur travail. Après, il y a d'autres conduites toxiques qui peuvent être liées aussi en fait à des aspects en fin de compte culturels, culture métier. Hein. C'est-à-dire que dans certains métiers, comme dans le soin, je ne vais pas stigmatiser qui que ce soit, hein, je donne juste des exemples, comme dans le soin où il faut que les soignants, les infirmiers soient durs, voilà, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en contact avec la souffrance, donc parfois ça les rend un peu endurcis et parfois quand il y a une soignante qui peut, je me rappelle d'une soignante qui disait comme ça que elle avait énormément souffert en fait du fait d'avoir perdu une de ses patientes après une longue maladie et donc sa chef ou en tous les cas ou même pas sa chef, sa collègue en tous les cas lui avait dit ça n'a pas lieu d'être en fait ta tristesse, ta souffrance, donc pas d'écoute émotionnelle, donc un excès un peu d'endurcissement comme ça émotionnel pour éviter d'être en contact avec la vulnérabilité de soi, avec la fragilité, il faut être fort, pas fragile. Ça, c'est un excès en fait plus de culture métier où parfois on exagère des caractéristiques, en effet, des compétences métiers, mais parfois à l'excès fait que on s'endurcit, on n'accepte plus les vulnérabilités de chacun ou les sensibilités de chacun, et du coup l'émotion n'a plus de place, et ça c'est excessif aussi. Donc, et sinon, on peut avoir, donc là, quand on parlait de personnalité ou de voilà, ça peut être des choses aussi très individuelles, très personnelles, des personnes très peu tolérantes à la différence, qui fonctionnent beaucoup par leur intérêt. Ce qu'on appelle un peu des personnes égocentrées, hein, c'est-à-dire où leur intérêt prime au détriment en fait de l'intérêt collectif ou des besoins, en tous les cas, des autres. Donc ça, en effet, ça fait plus part de personnalités, mais ou qui créent des injonctions, des demandes. Donc là, en effet, j'avais vu une patiente qui était, enfin qui est assistante d'un directeur, assistant de direction, et son directeur lui a demandé un samedi soir à 22h d'aller chercher une pochette, en tous les cas, qu'il avait perdue sur un parking à l'aéroport lorsqu'il avait pris à vol, et elle n'a pas osé lui dire non parce que en fait c'est un homme qui lui montre souvent en fait qu'il est déçu de son travail alors que c'est une personne qui fait un très bon travail par ailleurs et en effet par peur de le décevoir, par peur d'avoir un reproche encore, elle a fait en tous les cas ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire d'aller chercher cette pochette en fait sur le parking alors qu'il pleuvait. Enfin, c'était un samedi soir où elle devait se reposer avec son ami et elle n'a pas osé refuser par peur des représailles le lundi matin. Donc ça, on est dans des comportements dits abusifs. Hein. Donc ça, c'est des personnes qui abusent de leur autorité, de leur pouvoir ou qui ont un comportement abusif. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est des comportements assez visibles. Oui. Donc, si je comprends bien, Edith, finalement, le comportement toxique, il peut venir, comme tu viens de nous le décrire, finalement, d'une personnalité un peu auto-centrée, mais aussi de l'organisation qui, par sa culture, peut mettre, par exemple, plus de pression. Donc, en fait, c'est un peu à double sens, parfois des personnalités, parfois l'organisation qui est la cause de ces comportements toxiques. Mais donc on a vu que d'où elle venait, mais est-ce que tu pourrais nous dire finalement quels sont les impacts que cela peut avoir sur les organisations? Alors sur les organisations, ça veut dire que la plupart, l'organisation comme les personnes vont être complètement centrées sur la menace, c'est-à-dire sur ce qui pose problème en tous les cas avec le comportement toxique. Donc comment l'éviter, comment le combattre, comment le gérer.
Et puis, en fait, sur l'exploration, en tous les cas, des projets, l'exploration de ce qu'on pourrait améliorer, des compétences, on n'est plus dans le développement, hein, et on n'est plus non plus dans la connexion à l'autre. On va éviter les autres, on va éviter les personnes qui se rapprochent, en tous les cas, de ces comportements toxiques, plutôt d'être connecté réellement avec les autres. Donc là, en fin de compte, on est trop centré sur la menace. Et à être trop centré sur la menace, ça génère bien sûr l'épuisement. Et on sait que l'épuisement n'est pas du tout fonctionnel dans le travail. On a besoin de vitalité, on a besoin d'énergie, de dynamisme. Donc ça casse complètement la dynamique. La vitalité des gens et la dynamique en fait professionnelle, c'est-à-dire la motivation, l'envie d'y aller, l'engagement en fait pour les projets, l'engagement pour donner en fait de la qualité en fait professionnelle. Et donc bah, ça crée du désengagement, ça crée des relations tendues, des tensions. Et puis le pire, bah, c'est les pathologies, hein, c'est l'anxiété, la dépression, voire malheureusement le suicide, hein, pour certains. Et puis bah, pour l'organisation, c'est le turnover, le désengagement, une perte de qualité, une perte de productivité et forcément une perte de réussite dans les projets et puis une perte aussi de réputation tout simplement aussi d'une entreprise où ça va bien, hein, où il y a une bonne qualité de vie, où ça respire le bien-être. D'accord, donc on voit que quand même ce sont des impacts, pas forcément, enfin que des impacts finalement négatifs. Oui. Et par rapport à ça, on s'aperçoit aussi à travers ce que tu dis que finalement, est-ce que les bonnes relations au travail, finalement, éviter ces comportements toxiques, c'est pas un peu l'affaire de tout le monde en fait, et que c'est la responsabilité de chacun de participer à cette, on va dire, bon climat social et ce bien-être au travail ou cette qualité de vie au travail. Complètement. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon de psychologue les conduites prosociales. Hein, c'est-à-dire que les conduites, en tous les cas, Merci, d'entraide. merci. Donc, c'est d'ailleurs les conduites d'entraide. Vous voyez, là, on a été toutes les deux en difficulté, en fait, technique. Hein, et ben, on s'est entraidés toutes les deux par rapport à ça. Et ça, en effet, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas, voilà, on est tous forcément à un moment donné en vulnérabilité au travail. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses, en tous les cas, qu'on ne peut pas faire seul. D'ailleurs, on est des êtres humains. L'être humain a besoin, en tous les cas, d'être avec les autres pour que ça fonctionne. Un être humain tout seul ne peut pas, en fait, se réaliser ni fournir, en fait, de la qualité. Donc, c'est un besoin fondamental, en tous les cas, que tout le monde s'engage à ce que, comment dire, les connexions, en tous les cas, où les relations professionnelles se passent bien, et que on ait des conduites d'entraide, des conduites aussi de professionnalisme, c'est-à-dire en effet d'être le plus consciencieux, le plus professionnel possible, d'être aussi des personnes un peu sportives, c'est-à-dire endurantes, c'est-à-dire bah, qu'il est important de se reposer aussi pour être en forme au travail, c'est important vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des conduites citoyennes. Et je pense que les conditions citoyennes, qu'elles soient au travail, dans la vie de tous les jours, elles sont primordiales et importantes pour qu'il y ait du bien-être pour soi, parce qu'en général, on est quand même plus fiers de sentir qu'on est bien avec nos collègues que de se sentir isolé d'eux. Parce que malheureusement, ceux qui ont des conduites toxiques aussi, parce que parfois, c'est même quand c'est une histoire de personnalité, c'est malgré eux. Parfois, l'organisation, c'est malgré elle. C'est parce qu'elle ne connaît pas, elle ne sait pas comment faire autrement, comme ces personnes qui ne savent pas faire autrement. Et donc, ces personnes, en fait, se retrouvent souvent isolées ou en échec. Donc, de toute façon, on a tous à gagner, en fait, à être citoyens ensemble. D'accord. Et c'est vrai aussi, il faut le rappeler, que c'est aussi une responsabilité de l'entreprise, des employeurs, mais aussi de tout manager, de prévenir en tout cas ou de mettre en place un certain nombre de choses pour la santé mentale au travail notamment. Complètement, parce que alors ça Ah s'appelle oui. en tous les cas les acteurs qualité de vie au travail. Hein. Donc nous, en tous les cas, on les accompagne ces personnes parce qu'on n'est pas né acteur qualité de vie au travail, on le devient. Hein. Et donc ça, vous parlez en effet, enfin tu parles Isabelle plutôt des comment dire des acteurs, donc qui sont la direction, qui ont une obligation de résultat en tous les cas en termes de qualité de vie au travail. Il y a aussi les managers qui sont en fait qui ont un rôle d'alerte, c'est-à-dire que quand il y a un problème, eh ben, il est important qu'ils alertent
alerte des responsables hiérarchiques. Il y a aussi tout ce qui est, en tous les cas, lié aux acteurs CSE. Hein, les membres CSE sont aussi des acteurs de la qualité de vie au travail. Donc, eux, il est très important qu'ils soient bien formés, bien intégrés en tant qu'acteurs. OK, merci Edith pour ces précisions. Donc, effectivement, on voit l'importance de pouvoir endiguer ces comportements toxiques au sein des organisations, puisqu'on a vu que ça pouvait entraîner du turnover, de la baisse de performance et de productivité, du désengagement, du mal-être au travail. Et pourrais-tu nous dire, toi qui interviens souvent dans les entreprises, quelles sont les actions que l'on peut mener, à la fois des actions, on va dire, de prévention, ou quand le mal est déjà là, curatif en fait, hein, comment on fait pour guérir un peu de tout cela? Donc, en effet, Donc à la déjà, fois sur la prévention et le côté curatif des choses en fait. complètement, parce que la plupart des organisations que je croise ou que j'accompagne me disent on est un petit peu perdu avec tout ça, c'est pas simple. Qu'est-ce qui est de l'affaire du personnel, du privé, qu'est-ce qui est de l'affaire des problématiques professionnelles. Donc le premier pas souvent c'est la sensibilisation. Là, vous voyez, c'est une sensibilisation que l'on fait grâce à Webikeo et il y a des sensibilisations qui peuvent se faire à travers des conférences autour du sujet de ce qui est en effet, qu'est-ce que c'est que la qualité de vie au travail, qu'est-ce que c'est que les risques psychosociaux. Et ça, en effet, donc quand on parle de risques psychosociaux, c'est d'observer tout ce qui fait risque et tout ce qui peut menacer, en tous les cas, le bien-être des individus et la qualité professionnelle, la qualité en fait du service rendu, la qualité des projets, des objectifs. Donc ça, on peut proposer des sensibilisations. Après, lorsque en fait, l'organisation, elle est consciente, en tous les cas, qu'elle a besoin d'être éclairée, de mieux voir, de mieux comprendre ce qui se trame, ce qui se passe. C'est-à-dire, en fait, que le comportement toxique devient un révélateur peut-être d'un dysfonctionnement ou d'un problème ou peut-être d'une rigidité ou d'une croyance que l'on a dans l'entreprise ou peut-être même d'un traumatisme d'entreprise. Ça arrive aussi, hein, il y a des traumatismes d'entreprise. Et ben à ce moment-là, on fait des enquêtes. Hein, on fait des enquêtes pour mesurer, en tous les cas, en fait, on appelle ça des baromètres sociaux. Donc, il y a une enquête quantitative qui se met en place. Donc, on mesure le niveau de stress des personnes et puis on mesure aussi ce qui fait qualité, en tous les cas, dans l'organisation, ce qui nous permet, nous, de voir leur niveau de ressources psychosociales et leur absence, hein, les négligences ou les dysfonctionnements. D'accord? Et donc, ces mesures quantitatives, où là, on fait une enquête sur l'ensemble des salariés, donnent après des entretiens qualitatifs. D'ailleurs, demain matin, je me lève très tôt, je vais faire des entretiens qualitatifs dans un centre, en tous les cas, d'aide aux personnes handicapées. Et donc, bah là, on a nos résultats, donc on a tous ces chiffres. Mais en fait, ces chiffres, ils nous parlent un petit peu, mais pas totalement. Donc, on va faire des entretiens quali avec des personnes significatives, représentatives, en individuel ou en petits groupes, qui vont nous permettre de faire parler les chiffres. De quoi parlent ces chiffres? Quand vous dites en effet que vous êtes stressé au travail, à quel moment, dans quel contexte, avec qui et comment ça se passe en vous. Et grâce en fait à ces entretiens qualitatifs, on va faire un diagnostic. Et c'est grâce à ce diagnostic qu'on va proposer des préconisations aux entreprises qui vont les aiguiller sur les actions correctives ou les actions bienfaisantes qui vont leur permettre de développer ou de déployer encore plus en fait de conduite citoyenne, de qualité professionnelle et d'augmenter encore plus du coup bah, la réussite de leur projet. Donc ça, c'est le côté enquête, diagnostic. Et on a aussi des possibilités, donc c'est ce qu'on appelle l'axe secondaire, des possibilités de former l'ensemble du management à des styles de management, en tous les cas favorables, en tous les cas aux conduites prosociales, pour réduire les comportements toxiques. Parce que ce qu'on a pu observer dans les études scientifiques, hein, je suis psychologue, donc en effet, on veille toujours avec mes collègues à être à la pointe de la science actuelle au niveau sciences du travail et de ce qui se fait qualité au travail. Et donc, on a pu observer que réduire les comportements toxiques, ça ne fonctionne pas. Gérer les gens toxiques, les transformer dans leur éducation, les réduire, ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est d'augmenter les comportements de bien-être, les comportements qualitatifs. Donc, plus le management est de qualité,
plus les comportements toxiques s'expriment moins. Ils ne sont pas réduits, mais ils s'expriment moins, ou ils sont dilués, en tous les cas, dans l'entreprise. Ou en tous les cas, ils n'existent plus parce que justement le comportement bénéfique a pris le dessus. Donc ça, on peut former toute la ligne de direction ou managériale à une culture du management commune, un tronc commun. On peut former aussi le CSE, être beaucoup plus actif dans leurs actions, qui est en fait pour les référents, par exemple, agissements toxiques comme l'agissement d'agression ou de tension. Donc on peut les aider aussi à être plus dans la prévention et avoir des actions plus bénéfiques. Et puis on fait aussi, donc la troisième partie, ça s'appelle du care. On aide les personnes en détresse ou en grande difficulté parce que malheureusement, hein, comme je vous ai dit, il y a des personnes qui tombent malades, qui se deviennent anxieux, voire avec des idées suicidaires. Donc on propose des écoutes téléphoniques care ou du co-développement qui permet aux personnes de parler de leur vécu professionnel. Ça, je le fais fréquemment avec des aides-soignants, avec des personnes qui travaillent dans la souffrance, comme aux pompes funèbres, comme dans les hôpitaux, et parce qu'ils sont en contact permanent avec la douleur et la souffrance. Et donc, forcément, ça génère beaucoup de stress et de détresse. Et ils ont besoin, à un moment donné, de déposer avec une écoute bienveillante, en tous les cas, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Et moi, je leur donne des outils, hein, ou les psychologues leur donnent des outils pour mieux réguler, en tous les cas, leur stress. Donc, en fait, nous, toutes nos actions sont là pour éclairer, pour diagnostiquer, et on devient nous-mêmes des ressources psychosociales pour les personnes, et on leur donne des outils de ressources psychosociales pour l'organisation et pour les professionnels pour réussir leur projet dont ils ont l'ambition ou leur projet auprès de leurs clients. Voilà. Ok, merci Edith. Donc on voit les actions possibles pour prévenir ces comportements toxiques dans les organisations sont nombreux, allant de la conférence pour, on va dire, former ou en tout cas alerter les personnes à se former sur ces sujets-là. Effectivement, comme tu le disais, l'audit, le baromètre social qui permet d'aller vraiment connaître, grâce aux entretiens individuels, les causes racines de ce qui fait ces comportements toxiques dans les entreprises. Et toi, ce que tu me disais aussi l'autre jour, que dans les solutions, il y avait vraiment 4 piliers fondamentaux que tu dis vraiment importants pour prévenir en fait, ces comportements toxiques dans les organisations, que tu as résumé en fait sur, enfin, voilà, à partir de 4 piliers que je te laisse peut-être redire. Voilà, donc en effet, ces 4 piliers, en fait, c'est les piliers, enfin, c'est un mémotechnique bol, hein, comme on dit, on en a ras le bol, pas de bol, enfin, toutes Voilà, ces c'est choses-là. ça. Donc, c'est le côté bol, hein, c'est-à-dire, en fait, qu'il y a une belle Oui. résonance, en fait, entre nous, quelque chose qui nous permet de nous connecter et avoir une belle résonance aussi énergétique, c'est-à-dire qu'on a la dynamique, l'énergie pour ça. Et donc, ça part de la bienveillance organisationnelle. Alors, qu'est-ce que c'est une organisation bienveillante? C'est une organisation qui s'occupe de la justice relationnelle et la justice distributive, c'est-à-dire en effet que toutes les personnes, en tous les cas, on écoute leurs besoins en matière de ressources, en matière d'écoute, en matière de solutions, en matière de résolution de problèmes, en matière d'information. Donc la bienveillance organisationnelle, elle est liée aux besoins, bien sûr, spécifiques au travail, hein, parce qu'il y a des besoins fondamentaux au travail, comme le besoin d'avoir le contrôle, besoin, voilà. Parce que qu'est-ce qui se passe si l'organisation n'est pas bienveillante? C'est que parfois on met en place des formations et l'organisation professionnelle ne le permet pas. On n'a pas le temps, on n'a pas. Donc, on a besoin de temps pour mettre en place des formations. Donc, si l'organisation n'est pas bienveillante, elle ne va pas laisser le temps. Donc, une organisation bienveillante, ça, c'est très important. L'ouverture à la différence, hein. Ce qui est important, c'est de voir qu'on n'est pas tous pareils dans notre façon de fonctionner, de travailler, et que c'est une richesse d'avoir des personnes qui viennent d'horizons différents. C'est une richesse. Nous-mêmes, en tant que psychologues, en tous les cas, Edifia, on donne un point d'honneur à avoir des approches différentes parce qu'on fait toujours nos enquêtes et nos formations sur mesure, mais avec des regards et des approches différentes. C'est ce qui demande beaucoup de travail, mais c'est ce qui offre une vraie richesse. Donc, nous, on donne cette ouverture-là à la différence pour dire, en effet, aux entreprises ou aux organisations ou aux professionnels que la différence des approches, la différence en fait des compétences, des technicités, la différence de façon de faire, c'est très important de l'accepter. C'est ce qui permet une meilleure réussite. La lucidité des vertus et du sens citoyen. Être lucide qu'il est important d'avoir des valeurs dans une entreprise, c'est un besoin fondamental
d'avoir un sens citoyen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est de travailler, en fait, à valoriser, même à reconnaître les comportements altruistes, courtois, les comportements d'écoute, les comportements de travail, de projet ensemble, de réussite collective, de réussite aussi individuelle, mais qui n'est pas au détriment des autres, pas dans un intérêt personnel. Ça, c'est des valeurs qui aujourd'hui ont fait leur preuve, en tous les cas dans la science du travail, qui ont fait leur preuve dans la réussite sociale, mais surtout dans la réussite de la performance et la réussite des projets professionnels. Les entreprises gagnantes aujourd'hui, c'est celles qui ont des comportements citoyens. Après, avec des valeurs, bien sûr, différentes pour chacun. Donc, l'engagement collectif du savoir-vivre ensemble, c'est-à-dire qu'il est important, aujourd'hui, beaucoup de personnes se démobilisent dans leur travail parce qu'ils n'y trouvent plus de sens. Il est important que les projets aient du sens. Il est important que les projets s'engagent à faire des projets qui sont significatifs pour les personnes. Et qui ont du sens pour les clients, pour l'écologie, pour le déploiement, le développement, en tous les cas, d'un produit ou d'un service, en tous les cas, qui fait sens. Ça, c'est très important, ces engagements collectifs sur des projets et des investissements communs. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très clair dans les projets, dans le sens, dans ce que ça dynamise. Et nous, on accompagne ça aussi sur comment accompagner, en tous les cas, sur les modes projet. On travaille beaucoup là-dessus aussi pour donner du sens. Voilà les 4 piliers fondamentaux qui font une entreprise assez soutenue et solide. Et comme tu aimes à le dire, Edith, grâce à ces piliers, mais aussi aux actions qu'on peut mettre en place, c'est finalement de transformer la toxicité, comme tu aimes à le dire, en ressources finalement psychosociales pour préserver la santé mentale au travail et finalement animer un collectif avec un esprit positif et, comme tu le disais, pour meilleure efficience dans les projets et la réussite de l'entreprise. Voilà, si vous le voulez bien, nous pouvons maintenant peut-être passer aux questions-réponses. Et Edith, je vois qu'il y a un certain nombre de questions dans le chat. Alors. Je vais en prendre quelques-unes. Est-ce qu'on peut confondre un comportement toxique avec du harcèlement moral? Alors oui, ça c'est un autre sujet, hein, c'est ce qu'on avait vu. En effet, alors ça, c'est ça qui est... Voilà, on peut confondre en effet les deux. C'est-à-dire, on peut croire que c'est du harcèlement moral, mais en fin de compte, c'est un comportement toxique. Et c'est pour ça qu'il est important d'objectiver, en tous les cas, les ressentis. Il est important qu'il y ait un accompagnement pour objectiver tout ça. Alors, on a aussi pas mal de questions aussi. Oui, mais quand on a un manager toxique, comment on fait pour s'en saisir? Enfin, quelle action en tant que collaborateur peut-on mettre en place pour finalement faire reconnaître ce manager toxique? Parce que parfois, c'est pas facile, suivant la position qu'on a dans l'entreprise, de dire ben voilà, mon manager est toxique, comment fait-on? Voilà, donc il y a un droit de sécurité de tous les professionnels, hein, tout le monde a droit à la sécurité au travail. Donc pour ça, il y a des référents, hein. Donc si vous avez un membre CSE au travail ou s'il y a une personne, en tous les cas, soit le manager du dessus ou autre, il est important d'alerter, en tous les cas, qu'il y a un comportement, une conduite, en tous les cas, qui crée en fait de l'insécurité au travail, du stress ou des tensions. Parce qu'on a tous besoin d'être en sécurité au travail et heureusement qu'on est protégé de ça. Hein, c'est pour ça qu'il y a des référents. Nous, on les forme justement pour qu'ils puissent vous aiguiller et vous écouter et après lancer, en tous les cas, peut-être soit une alerte, si vraiment on s'aperçoit que le comportement toxique est très délétère. Et là, à ce moment-là, il y aura une enquête qui sera mise en œuvre. Voilà, donc on peut dire aux salariés qu'effectivement, il y a des référents dans les entreprises. Alors, dans les plus petites organisations, enfin, dans les grandes organisations, pardon, il peut y avoir des CSE, mais quand ce sont des plus petites organisations, à qui peut-on s'adresser? Alors là, quand c'est des Quand on plus a un petites manager organisations, si c'est pas le directeur mais le manager, c'est à la direction, hein, c'est celui qui est au-dessus. C'est-à-dire que le directeur a une obligation de résultat, hein. On a vu, en tous les cas, en termes oui. de qualité de vie au travail. Donc,
il y a besoin de se référer au-dessus à ce moment-là. Oui. Justement, tu parles d'informations légales. On a une Mmh. question effectivement sur que dit la loi par rapport à ça, notamment la loi de 2021 qui annonce un peu plus de prévention de Mmh. santé au travail. Et puis, comme tu viens de le dire, une obligation maintenant de résultats. Est-ce que tu peux nous Ouais. en dire un tout petit peu plus? Bah, c'est pour ça, en effet, qu'au-delà d'enquêter, malheureusement, en tous les cas, on fait pas mal de curatifs, mais on fait aussi du préventif. Donc, en tous les cas, cette loi, qu'est-ce qu'elle préconise? De nourrir au quotidien les entreprises, justement de ces sensibilisations, de prise de conscience, de travailler, de former le management, parce que malheureusement, souvent les managements, alors c'est peut-être pas le cas de cette personne qui témoigne, mais en tout cas, il y a beaucoup de managers où c'est pas du tout leur personnalité. En effet, c'est des comportements toxiques qui sont liés souvent à un manque de compétences. C'est-à-dire que être manager, ça s'apprend pas tout seul, ça s'apprend grâce à des formations. On a besoin d'être formé au management et de façon régulière. Donc parfois, plutôt que de pointer du doigt le comportement qui fait mal, c'est peut-être pointer du doigt le besoin d'être formé. Donc en effet, nous, ce qu'on apprécie le plus, c'est des organisations conscientes, éclairées. C'est-à-dire des organisations qui vont pas attendre que ça aille mal pour mettre en place quelque chose, un dispositif. Et surtout les petites entreprises qui ont moins justement ces obligations, parce que ces obligations sont quand même encore axées sur les grosses entreprises ou les grosses collectivités. Alors les petites entreprises, elles ont besoin de nourrir, d'approfondir des styles de management en fait positifs, d'avoir une culture en tous les cas de travail ouverte, une culture de travail bienveillante, parce que ça permettra à ce manager qui malheureusement peut-être fait de son mieux et à un moment donné perd pied et voilà et du coup devient toxique malgré lui, s'épuise à vouloir bien faire mais il ne sait pas comment faire. Et puis parfois aussi les managers n'ont pas le temps, c'est-à-dire que c'est des organisations qui sont pas bienveillantes parce qu'elles ne laissent pas le temps au management, c'est-à-dire qu'on dit que c'est des managers, mais en fait, ils n'ont aucun temps de management. Donc ça aussi, il faut observer dans l'entreprise, est-ce que l'organisation, elle est favorable à laisser du temps de régulation, à laisser du temps d'écoute, d'échange, parce qu'un manager qui est pris avec une charge de travail énorme, parce que souvent, la plupart des managers, malheureusement, de proximité, ce sont les plus visés, les plus en difficulté, ils sont souvent surchargés au niveau professionnel. Et on leur demande d'être beaucoup dans l'écoute et la régulation et ils n'ont pas ce temps-là. Donc si l'organisation ne donne pas ce temps-là, ça veut dire que c'est une organisation qui n'écoute pas le besoin d'un temps d'espace d'échange. Et ça favorise bien sûr des comportements toxiques. Alors j'avais une question aussi là dans le chat. Est-ce qu'on peut faire un signalement à la médecine du travail Oui, bien sûr, s'il y a d'un vraiment... comportement bien sûr, toxique? oui, bien sûr. Donc ça, c'était une question. Et puis, des questions aussi qui reviennent assez souvent. Alors là, c'est plutôt comment on peut prendre soi-même de la distance avec ces comportements toxiques pour soi-même ne pas être mis à mal et se trouver en difficulté et finalement que ça impacte à la fois notre confiance et notre estime de soi. Voilà, alors c'est pour ça qu'on apprend, alors ça c'est des ateliers qu'on fait de communication unissante, de communication non violente. C'est-à-dire que le comportement toxique peut venir de soi aussi vis-à-vis de l'autre. Hein. C'est-à-dire qu'on a une certaine autotoxicité. Hein. C'est-à-dire que ça c'est les comportements évitants. J'évite toujours les conflits, les tensions, donc je n'ose pas dire non à quelqu'un. Hein. Donc ça c'est un comportement toxique vis-à-vis de soi parce que je n'arrive pas à m'affirmer. Donc là on apprend l'affirmation de soi de façon bienveillante. Il y a d'autres, ils sont conciliants, ils sont toujours dans le dos rond. C'est-à-dire qu'ils veulent arranger tout le monde, mais ils s'épuisent. Donc ça, c'est un comportement toxique pour soi. Et puis, il y en a d'autres qui sont dans la contre-attaque. C'est-à-dire que moi, on m'attaque, je contre-attaque. Donc, on va en fait proposer à ces personnes des ateliers, en tous les cas, de ressources individuelles. Hein, on fait aussi de la ressource individuelle, c'est-à-dire apprendre à s'affirmer, apprendre à refuser, apprendre à se détacher. On a le droit de dire non. On a tous besoin aussi d'avoir un droit d'expression. On peut refuser certains comportements, dire ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. De ne pas accepter, vous voyez, comme cette dame, en tous les cas, qui a accepté que son directeur toxique là, lui demande d'aller chercher sa pochette à l'aéroport, et ben à cette personne, elle vient justement nous voir pour que je la
je lui donne des ressources parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas dire non, mais ça vient d'elle, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas refuser, elle a trop peur de décevoir, elle a peur d'être imparfaite. Donc, on travaille beaucoup là-dessus, sur le fait de comment s'affirmer avec bienveillance. Et ça, c'est très important de travailler sur l'affirmation de soi. C'est une ressource individuelle que tout le monde, en tous les cas, doit travailler en soi pour moins s'épuiser en fait avec les personnes toxiques. D'accord, merci beaucoup. Oui, toujours aussi d'autres questions qui tournent. Quels sont les recours juridiques quand un manager toxique est en plus soutenu par sa direction? Donc, on a vu, hein, il y avait le CSE, mais pourquoi pas saisir aussi la médecine du travail, par exemple. Voilà, alors tout ce qui est juridique, c'est moi mon. Alors je connais en fait en tous les cas les choses juridiques, mais c'est pas tellement en tous les cas notre action première. On peut vous en parler, mais là en Oui, effet tout c'est à fait d'accord. plutôt avec des personnes juridiques, hein, des personnes de droit, parce que ça il y a une enquête juridique qui se met en place. Nous on fait des enquêtes psychosociales, ce qui est différent. On est là pour ressourcer les personnes. Après au niveau juridique, oui, il peut y avoir un dépôt de plainte, mais tout ça on est dans un autre sujet qui est quand même la démarche juridique au travail. Après, c'est d'observer que nous, on est là pour prévenir et pour quelque part guérir en fait ces problématiques-là. Après, tout ce qui est affaire juridique, bah, on connaît un petit peu, mais on est moins acteur en fait là-dessus. Effectivement, effectivement. Là, une autre question, est-il possible de sensibiliser une équipe qui va bien pour anticiper les difficultés et par quels moyens? Donc ça, effectivement, on est complètement dans le cas de la prévention. De nourrir Et complètement. voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce Ah que bah tu as nous, voilà, est-ce que voilà. tu peux nous dire Ah bah nous, on quelques aime bien, actions hein, qui en tant que pourraient mener pour psychologue, sensibiliser? intervenir pour nourrir les entreprises qui vont bien. Ça, on aime bien, et parce qu'on trouve que c'est une bonne approche. Enfin, en tout cas, en Démarche. France, on est beaucoup dans le curatif. C'est une belle démarche, un beau dispositif. En fait, c'est les personnes qui mettent un dispositif conscient et un engagement conscient de travailler sur la qualité de vie au travail, mais comme un dispositif de nourriture quotidienne, annuelle ou mensuelle ou quotidienne, de mettre en place. Donc pour ça, on fait des sensibilisations, des conférences, des ateliers. L'organisation, on l'accompagne à être de plus en plus favorable, de bien avoir un bon équilibre entre la rentabilité, la productivité et le lien social et le bien-être, hein, pour qu'il y ait une réussite des deux côtés. L'idée, c'est que le bien-être favorise. En tous les cas, il y a eu plein d'études qui ont été faites, et nous-mêmes, dans nos actions, on a vu, parce qu'on accompagne les entreprises depuis des années, donc on voit bien le résultat après de nos actions, que tous ceux qui nourrissent quotidiennement en fait le bien-être au travail, les relations positives au travail, ont plus de réussite rentable au travail. Hein. C'est aussi un rapport qualitatif direct sur la rentabilité et la productivité. Donc c'est pour ça qu'il est important de nourrir ça au quotidien. Et on a plein de. Alors nous, on fait du sur-mesure, hein, donc c'est-à-dire selon la demande et besoin, on s'adapte. Alors, d'autres questions, bon là, je les prends un petit peu au fil de l'eau. Un manager ou directeur toxique, n'est-ce pas le résultat d'une personne qui a, pour une partie de sa vie, été une personne dominée plutôt dans l'enfance et qui, à l'âge adulte, explore l'autre facette? Ouh là là, donc là, Ah je ne là, sais vous me pas si demandez de la c'est pas psychothérapie. très... Là, c'est mon âme de psychothérapeute Voilà, qui a envie de s'activer, mais on bien, fait pas de psychothérapie au c'est travail, peut-être par pas tout contre, à hein. fait... non, c'est Mais pas... par Ouais, contre, voilà, ça, on peut observer que bien sûr qu'il y a des choses qui se rejouent au travail, qui se réactualisent. Mais c'est d'observer que, en fait, ce qu'on va faire surtout, c'est offrir à cette personne qui, dans son enfance, a peut-être eu un traumatisme et qui, du coup, par traumatisme, en fait, avoir des conduites toxiques au travail. Nous, ce qu'on va surtout l'accompagner, c'est d'avoir maintenant les ressources pour faire face de façon saine. Parce qu'en fait, quand on a été traumatisé, on a des stratégies de réaction de survie. On est soit dans la fuite ou l'attaque ou la paralysie. Donc, si c'est un directeur attaquant parce que lui-même a été attaqué, on va lui apprendre à être un manager respecté sans attaquer. On va lui apprendre à s'affirmer sans forcément attaquer, et que ce sera beaucoup plus bénéfique pour tout le monde. Hein, parce qu'on a tous besoin d'une direction quand même qui exprime
une force quand même de travail, une force, un modèle de responsabilité et d'engagement, et ben on va transformer en fait ce côté encore immature de j'attaque, je contre-attaque, je suis autoritaire, je suis méchant, je suis dur, en je suis un homme respecté, leader, engagé, investi. On va transformer en fait cette part immature chez lui en part plus mature. Après, malheureusement, et ça c'est un autre sujet, il y a des personnes malheureusement, hein, c'est dur à dire, mais un peu irrécupérable dans le sens où, en tous les cas, où il y a de la perversité chez eux ou du sadisme ou autre. Et là, on est sur un autre sujet qui sont les personnalités toxiques. Et ça, en effet, il y a un côté juridique par rapport à ça. Et là, ça répondra plus à des questions de harcèlement moral, côté juridique. Mais là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça sera un autre sujet si vous souhaitez. On le traite en effet autrement. Là, on est encore avec des comportements toxiques qui sont des réactions, en fin de compte, à des situations en fait problématiques. Et peut-être une dernière question. En fait, tout à l'heure, on a, comme tu le disais, hein, c'est quand même, effectivement, on encourage les organisations vraiment à prévenir ces comportements et à sensibiliser en amont. Plus l'organisation est bienveillante et plus on a vu, effectivement, les chiffres le montrent par un certain nombre d'études que les résultats de l'entreprise sont positifs. Et là, j'avais une question, mais quand le mal a déjà été fait au sein d'une équipe, est-ce qu'on peut quand même agir? Donc, tu as un peu répondu tout à l'heure, mais oui, on peut bien sûr, par certains types d'actions, bien sûr, réparer un peu ce qui a été, le mal qui a été fait. Mais est-ce que tu peux peut-être nous en dire un dernier mot sur ça? Alors oui, bien sûr, on accompagne ça, c'est Donc, plutôt le care, hein, c'est la troisième action, c'est-à-dire c'est qu'on plutôt le care, ouais. voilà, hein, c'est du care. Donc il y a des psychologues qui vont être mobilisés en fait pour écouter régulièrement sur des groupes, en tous les cas qu'on peut voir par exemple 2 heures toutes les semaines. On va sur plusieurs semaines. Donc ça, j'ai fait du care par rapport à une personne en fait qui par rapport à un plan social, en tout cas, qui n'a pas du tout été accompagné et donc qui a eu un acte d'alerte. En tous les cas, il a foncé en fait dans un mur avec sa voiture pour montrer à quel point. Donc, on a eu vraiment peur que ce soit une tentative de suicide, mais lui, non, c'était un cri de colère. Malheureusement, il a cassé sa voiture, il s'est fait mal à son épaule. Et donc, ça montrait à quel point les personnes étaient très en colère, très en détresse, avec un vécu d'injustice énorme par rapport à ce qui se passait dans cette entreprise. Et je les ai accompagnés sur 5 semaines, pendant 2 heures, toutes les semaines, à parler de ce qui se passe pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir digérer en fait cette colère. Et j'ai fait après un mélange entre les directions et les employés pour recréer du lien. Et il y a eu des excuses qui ont été dites, il y a eu des choses d'empathie et de réparation qui s'en sont mis en place pour que ces personnes heurtées et blessées par cette situation en fait puissent retrouver leur dignité, hein, parce que parfois c'est la dignité hein, qui est en jeu, puissent trouver leur dignité et du réconfort et une écoute à forme de reparentage en tous les cas qui est essentielle à ce moment-là. Ok, eh bien merci. Alors finalement, avant de clore ce webinaire, je vais repartir parce que vous avez été nombreux à répondre au petit sondage que nous avions mis dans le chat. Donc c'était un sujet, je pense, qui a pu vous intéresser puisque vous étiez 67% à avoir répondu, avoir entendu parler des comportements toxiques dans votre entreprise. Vous étiez près de 52% à nous dire que oui, sans aucun doute, un comportement toxique pourrait vous faire démissionner. Donc là, on voit bien que c'est un sujet qui est assez commun à beaucoup d'entreprises, que ces impacts de ces comportements toxiques sont vraiment néfastes pour l'entreprise, que ce soit en termes de baisse de productivité, de démotivation, de turnover, de démission, mais qu'il existe des solutions pour y remédier, à la fois en prévention, quand les organisations sont bien pour qu'elles deviennent de plus en plus bienveillantes et également des actions on va dire, curatives pour gérer lorsque le mal est déjà fait dans les organisations. Donc, en tout cas, nous vous remercions, Edith et moi, d'avoir participé à ce webinaire et nous sommes à votre disposition pour répondre plus en détail à des questions que vous auriez encore à nous poser. Nos coordonnées seront dans le document à télécharger. Voilà, merci à tous et excellente après-midi. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.
capacité d'analyse c'est la direction Et- qui Edith. marche pas, donc c'est vrai que c'est pas. Je sais pas si ça donnera. Allô Isabelle. Allô? Alors, Oui, vous m'entendez? Oui. tu t'es déconnecté? Je vais me déconnecter, ouais. Je me déconnecte. Du webinaire? Ouais. Non, je le fais? Oui. Ferme la page. Ok. Ouais.